Voilà, en je tout cas laisse pour le Benoît. temps de parole. Et bienvenue à cette présentation du coup sur les intérêts et les challenges des associations céréales protéagineux de la production jusqu'à la valorisation. À savoir que cette présentation ici s'attardera surtout sur les associations céréales protéagineux, mais surtout sur le pois d'hiver et le blé d'hiver en grande culture. Donc, de quoi parle-t-on? Donc, nous parlons essentiellement du pois d'hiver et du froment d'hiver semés et récoltés ensemble. Donc, à travers cette association qui répond parfaitement à notre type de sol et aux conditions pédoclimatiques belges, mais également aux besoins économiques de l'agriculteur et qui répond aussi aux trois sources de changement de l'agriculture qui sont, un, la diversification à travers tout ce qui est intégration légumineuse dans la rotation, à travers l'innovation technique en corrigeant les défauts agronomiques du pois, qui a tendance à fortement verser sous nos latitudes et qui en fait une culture relativement incertaine en termes de récolte, et finalement qui innove en termes de durabilité quant à l'augmentation de la production de protéines par hectare. Le tout évidemment en n'ayant aucun impact économique négatif sur le bilan global de l'agriculteur, voire qui tend même à l'améliorer. Donc pour vous illustrer ici ce dont on parle, donc deux photos qui ont été prises à différents moments et à différents endroits. Donc celle de gauche a été prise dans les champs d'essai du CEPICOP durant la récolte 2019 et celle de droite qui a été prise à Nerespun, donc dans notre ferme expérimentale durant la récolte 2021. Donc une photo de cette année. Les photos n'ont pas l'air de suivre, si? Moi je suis toujours sur la première slide. Chez moi, elles sont bien présentes. Non, elle s'affiche bien, elle s'affiche bien. Ah, excusez-moi là. Non, mais moi non plus, je les ai pas, Didier. Ça doit être là. Ouais, elles sont là. Elles sont là. C'est la connexion libre, bravo. Donc, pour ce qui est des avantages agronomiques, donc on évite tout d'abord, comme je l'ai dit auparavant, la verse du pois, qui est une des problématiques majeures sous nos climats assez humides et venteux, à savoir que le blé va jouer ici un rôle de tuteur. Donc, des années très pluvieuses comme 2021 ont permis, malgré des phénomènes et des conditions climatiques très extrêmes, de quand même récolter une quantité non négligeable, à savoir que même sur des parcelles qui étaient un peu versées, on va dire, l'enchevêtrement entre les vrilles du pois et les tiges du blé ont quand même permis de récolter une certaine quantité. À savoir que l'on obtient également un meilleur rendement de récolte pour le pois, une meilleure qualité physique et une maturité qui est beaucoup plus homogène qu'en culture pure. Et finalement, on a aussi une récolte facilitée liée au fait que le pois monte un peu plus haut, toujours grâce à cet effet de tuteur de la céréale. Pour le blé, donc, on remarque une augmentation du taux de protéines pouvant aller jusqu'à 2 à 4 points de protéines supplémentaires, lié au fait qu'on a une diffusion justement lente de l'azote de par la légumineuse, le tout en diminuant aussi les doses apportées justement en termes d'azote à la céréale. Et finalement, à travers cette association, on apporte aussi une diversification dans la rotation qui permet justement de casser un peu les cycles des différents bioagresseurs. Alors, dans le cadre du projet Symbiose, donc, le CRAW a implanté plusieurs essais agronomiques sur les associations céréales protéagineux en microparcelles. Donc, un des objectifs du projet, comme Jean-Pierre l'a confirmé, donc, est d'intensifier la présence des légumineuses à graines en grande culture bio, en levant certains freins donc, via l'association de cultures. Donc, pourquoi associer deux cultures? Donc, comme le Benoît l'a bien expliqué, ça va jouer certains avantages. Donc, en agriculture biologique ou plus globalement en agriculture bas intrant, il y a aussi noté qu'il y a un avantage considérable via une aide à la maîtrise de l'enherbement. Donc, plus tout ce que Benoît a mentionné. Et donc, les essais ici ont été implantés en région namuroise. Donc, nous avons un partenariat avec l'École provinciale d'agronomie et des sciences de Ciney. Et il faut savoir donc que c'est des terres assez superficielles et qui sont en agriculture biologique maintenant depuis une vingtaine d'années. Tu peux passer, Adeline. Oui, merci. Ici, on va pouvoir observer donc, les rendements moyens des cultures pures et associées donc, en pois blé. Donc, toute variété années confondues sur le projet. Donc, on a un rendement moyen en culture associée qui est plus élevé que les cultures pures, donc comme le mentionnait Benoît.
Donc, on tourne ici en moyenne autour de 4 tonnes hectares pour les rendements moyens en pois blé. Alors, si on regarde plus précisément, je ne sais pas si vous voyez bien, mais on voit qu'il y a certaines parcelles qui montrent des niveaux un peu plus faibles. Donc, ce sont ceux qui ont été récoltés ici en 2021. Donc, on va aller voir plus précisément ce qui s'est passé au niveau des variétés. C'est Adeline. Elle est passée? Oui, elle est passée. Donc maintenant, si on observe les résultats qui ont été obtenus pour les différentes variétés, donc on peut observer de manière globale un avantage sur les rendements de la culture associée par rapport à la culture pure. Alors en 2019, il s'agit de pois d'hiver. Donc c'est une année qui a été particulièrement favorable à la culture du pois protéagineux, donc qui a fait de belles performances même en culture pure. Et donc, en association, on peut observer des proportions intéressantes puisqu'on est sur 60% de pois. Si on regarde ici, alors pour l'année de récolte 2020, on observe également des belles performances, des rendements. Je suis désolée, je ne peux pas vous montrer, je n'ai pas accès pour vous diriger sur le PowerPoint. J'espère que ce n'est pas trop... Oui, voilà, donc les cultures associées font également des performances intéressantes donc, dès qu'on est en association. Donc, on a notamment la variété, donc le mélange avec Peps et Poséidon, où on a presque du 50-50 au niveau des proportions dans le mélange. Alors, on peut observer que Poséidon fait des performances un peu moindres que les autres variétés de pois. Donc, il faut savoir que Poséidon, c'est une variété de pois vert, donc qui est destinée à la casserie. Et donc, généralement, ils font de toute façon des performances moins importantes. Donc, pour l'année 2021, donc, on voit qu'ici, on a vraiment eu un effondrement. Donc, on est en pois d'hiver, on a eu des problèmes d'anthracnose, notamment, plus les conséquences liées à une année qu'on a connue avec des événements climatiques orageux assez importants. Donc ici, ce qu'on va pouvoir observer, c'est que l'association va permettre finalement de servir de rattrapage, puisqu'on va quand même pouvoir récolter un peu de céréales quand on a vraiment un effondrement des rendements en protéagineux. Alors pour toutes les associations qu'on voit ici, donc les LER, donc Land Equivalent Ratio, donc, sont dans ce cas d'étude tous en faveur de l'association. Alors le LER, en fait, c'est un indicateur qui va permettre d'évaluer l'efficacité de l'association, donc il compare en fait les rendements des cultures associées avec les rendements des cultures pures. Donc, c'est un indicateur qui correspond à la surface de culture pure monospécifique nécessaire pour obtenir le même rendement en association. Donc, s'il est au-delà de 1, ça signifie que l'association est favorable à la culture pure. Donc, c'est le cas ici pour toutes nos associations. Et donc, c'est un premier indicateur qui va nous servir pour évaluer l'intérêt de l'association. Tu peux passer. Et donc en agriculture biologique, mais également en système base intrant finalement, donc on observe un avantage à cultiver le pois protéagineux en association. Donc en association, donc effectivement la céréale va servir de filet de sécurité, notamment en cas de perte totale du protéagineux, mais elle sert finalement, elle va jouer son rôle de tuteur et elle va aider à la maîtrise de l'enherbement. Donc on a pu observer particulièrement cet effet ici pour la dernière année de récolte, donc 2021, puisqu'on a eu des conditions particulièrement difficiles. Donc, on n'a pas pu passer d'outils de désherbage mécanique du tout au printemps. Et on a pu observer donc, que les modalités en pois pur étaient davantage sujettes à la présence d'adventices comparées à celles cultivées en association. Alors, dans le cadre du projet Symbiose, en fait, on étudie également d'autres légumineuses à graines, donc comme la févrole, la lentille ou le lupin.
mais également d'autres associations avec d'autres céréales. Et donc, je pense que c'est intéressant de mentionner quand même que l'association avec l'épeautre en hiver et l'orge au printemps, donc associée au pois, mérite attention, en tout cas dans nos essais. Mais comme va continuer et le démontrer Benoît, je pense qu'il est important, qu'il y a une nécessité importante en tout cas de développer la filière bio en parallèle pour pouvoir mettre en place ces associations. Je peux passer. Merci. Donc, pour ce qui est du point de vue économique, il faut savoir aussi tout d'abord qu'on a un effet plus productif, c'est-à-dire qu'on estime à 7,5 tonnes par hectare, dont un tiers de pois et 2 tiers de blé, ce qui fait qu'on a un land equivalent ratio supérieur à 1. Je ne vais pas le réexpliquer vu que Morgan vient de le faire. C'est-à-dire que s'ajoute à cela la diversification qui permet justement ici de diminuer les pertes de récolte. On l'a vu en 2021 hein, que les parcelles de pois et les parcelles de blé séparées pouvaient verser beaucoup plus facilement qu'une parcelle en parcelle pure qu'en parcelle mixte. C'est-à-dire que même si les causes du pois, vu que la période de récolte a été fortement retardée, liée aux conditions encore une fois, même si les pois sont tombés au sol pour certaines parcelles, on a quand même eu la sécurité de pouvoir récolter le blé. À savoir ici que vous pouvez aussi retrouver un tableau regroupant l'ensemble des prix, incluant justement la marge nette, c'est-à-dire qu'on retire au prix de vente le prix des intrants et le prix du machinisme. Il s'agit d'un prix tablé sur une moyenne olympique sur les 10 dernières années, à savoir qu'on a retiré justement les prix les plus hauts et les plus bas pour avoir une moyenne globale, sans prendre en effet l'année 2021 qui a été catastrophique et l'année 2022 qui va être très, très difficile à calculer, liée justement au prix très élevé des blés, mais aussi au prix très, très élevé des intrants. Et donc on se retrouve au final quasiment avec des marges similaires. Et donc on voit bien que le poids plus blé lié justement aux primes MAE a une importance non négligeable sur le portefeuille de l'agriculteur. Donc le dernier point ici, c'est celui des avantages environnementaux, à savoir qu'à travers le pois plus blé, on a la meilleure production de protéines par hectare en Wallonie en grande culture, donc c'est-à-dire qu'on retire les prairies du calcul. À savoir aussi ici qu'on produit un blé plus durable, c'est-à-dire un blé qui a des impacts environnementaux réduits et qui fournit des services écosystémiques à travers justement la floraison du pois et plein d'autres motifs, mais aussi qui a un bilan CO2 fortement réduit comparativement à un blé cultivé de manière classique, car il utilise tout d'abord moins d'intrants et donne une rémunération finalement aussi plus équitable aux agriculteurs et aux négoces. Donc nous voici ici aux différentes étapes qui ont permis justement de mettre en place l'association de pois-blé sous forme de filière, à savoir que tout ne s'est pas fait en un jour, bien évidemment. Et donc la première étape est née justement de l'élaboration d'un programme de recherche à Jean-Blou Agrobiotech via une parcelle de 10 mètres carrés. Et grâce à ça, ils ont pu établir un itinéraire agronomique complet pour l'association de pois plus blé. À savoir que ce projet, à l'époque, avait fortement plu à Wallagri. Et donc, Wallagri a décidé justement de tout d'abord commencer par un essai pilote de 10 hectares afin d'adapter l'itinéraire à des conseils d'adapter l'itinéraire justement et ses conseils aux agriculteurs wallons. Parallèlement à ça, donc, il a fallu aussi mettre en place tout ce qui était mise au point du triage, évaluation économique aussi de la filière et le développement complet de l'amont à l'aval, donc de l'agriculteur jusqu'à l'acheteur du pois et du blé. Donc suite à ce succès durant la période 2015-2018, une mise à l'échelle a été faite et en 2018, l'aventure a vraiment commencé sur le point de vue plus industriel, à savoir que nous avons justement atteint quasiment 500 hectares de pois plus blé en 2021, mais justement lié aux fortes pressions du prix du blé et l'année catastrophique qu'on a connue en 2022, on a eu un léger recul et on arrive à 250 hectares emblavés pour l'année 2022 et une dizaine de dépôts qui sont touchés justement par la livraison de pois plus blé. Donc
On a aussi beaucoup de projets qui gravitent autour de l'association et qui ont permis justement de comprendre un peu mieux l'association du poids blé à travers différentes enquêtes, par exemple sur celle des contrats, essayer de comprendre qu'est-ce qui permettrait aux agriculteurs de travailler sous forme de contrat avec les négoces et justement sous forme tripartite avec les acheteurs finaux. Il y a eu aussi il y a aussi pas mal de projets qui continuent aussi et qui permettent de mesurer la durabilité à travers des indicateurs comme le projet Diver Impact. Et puis nous travaillons toujours avec la faculté de Jean-Blou Agrobiotech sur tout ce qui est adaptation de l'itinéraire culturel, comme la mise en place justement du désherbage mécanique cette année. Donc, afin d'avoir une vue un peu plus schématique de la montée en échelle de cette filière, donc il a tout d'abord fallu comprendre l'association en termes agronomiques, sa place dans la rotation, sa nutrition, la défense aussi de l'association. Donc on a tout d'abord commencé par ajuster nos conseils à travers les technico-commerciaux. Aussi, nous avons mis au point différentes... il a fallu aussi mettre au point la logistique, la technique et les débouchés, et aussi trouver un aval justement pour nos produits ici fabriqués en Belgique. Et il a fallu aussi trouver un moyen pour séparer évidemment le poids du blé, que ce soit de manière technique, donc quelles innovations, à quel coût, mais aussi en termes logistiques, aussi au niveau de l'isolation des lots, du triage, etc. Et au niveau justement des contrats, donc comment pouvons-nous rémunérer l'agriculteur pour que ça soit un prix juste pour tout le monde? Et une fois que le blé et le pois ont pu être séparés, justement, on se retrouve ici avec un blé qui a des valeurs environnementales supérieures, qui est enrichi en protéines. Et de l'autre côté, nous avons aussi un pois qui est valorisable et de bonne qualité. Et surtout cultivé de manière locale. Donc, qu'apportons-nous en termes de diversification de la production? C'est-à-dire que nous, Walagri, on apporte surtout au niveau de la qualité et du savoir-faire des opérations de triage et nettoyage afin de séparer le pois et le blé qui est directement réalisé dans nos infrastructures chez Walagri et qui permet justement de livrer un pois d'une qualité physique améliorée avec une bonne homogénéité des calibres et l'assurance que nous livrons aussi des pois avec une quantité minime de céréales à gluten à l'intérieur de ce lot de pois. Et de l'autre côté, nous apportons aussi un blé avec une haute valeur ajoutée en protéines et une quantité d'intrants réduit et un pourcentage de brisure de pois inférieur à 2%. Donc sur le point de vue opérationnel et technique, Walagri est en mesure de gérer la réception et la collecte et le stockage d'une plus grande quantité de pois, donc c'est-à-dire qu'on veut continuer la mise en échelle et arriver justement sur des superficies beaucoup plus grandes à l'avenir. Pardon. C'est-à-dire qu'on voudrait même doubler les chiffres dans les années à venir. Et il faut savoir que c'est un travail qui est collectif entre les services de logistique, l'opérationnel, les récoltes et autres, vu que c'est des récoltes qui se font de manière similaire aux récoltes de blé classique. Du point de vue de l'agriculteur, il faut savoir que la récolte se fait à l'aide d'une moissonneuse-batteuse classique avec des réglages communs du froment. Et je reviens justement ici sur les chiffres de 2021 où 500 hectares ont pu être emblavés et récoltés et de manière conventionnelle et 100 hectares qui ont été emblavés en agriculture biologique. Cette année, nous n'en avons pas lié au fait justement des débouchés qui sont un petit peu bouchés justement. Et donc nous travaillons toujours sur ces points de vue-là, que ce soit en conventionnel ou en biologique. À savoir qu'on continue aussi le screening des variétés. Il faut savoir que vu que nous avons une association qui est récoltée à la même date, il faut que ces deux variétés arrivent simultanément à cette date afin d'avoir une récolte homogène. Et finalement, nous poursuivons toujours le processus de changement d'échelle en voulant fortement augmenter ici, encore une fois, la production de cette culture associée en Wallonie. Donc j'aimerais finir cette présentation en insistant sur le fait que les débouchés ici sont de plus en plus valorisés en alimentation humaine, et c'est justement la volonté de Walagri et d'Arvesta de valoriser le blé d'une agriculture plus durable directement auprès du consommateur belge. Donc ceci s'est fait à travers justement la valorisation du blé d'abord. Donc nous avons réussi à confirmer que nous étions capables technologiquement et gustativement de valoriser du blé en farine panifiable, malgré une quantité restante de brisure de pois.
Donc ça a été réalisé et ça a été prouvé suite à différentes études menées avec Lugent et AVV Bloom, une société consoeur d'Arvesta. Et nous avons pu mettre sur le marché une farine plus durable issue de l'association Pois plus Blé. Et nous avons eu un retour qui était très favorable du point de vue du consommateur au niveau marketing, mais aussi très fier de ce projet qui a permis de mettre en œuvre plusieurs sociétés du groupe Arvesta. Et une collaboration forte, justement. Et finalement, du côté du poids, le but, c'est de valoriser la protéine végétale belge au sein de l'assiette du consommateur, à savoir qu'on se situe sur un marché des protéines végétales qui est un marché en pleine expansion et qui explose carrément au cours de ces dernières années, à savoir qu'on a une croissance annuelle de plus de 39% d'utilisation de protéines végétales depuis 2007. Et j'insiste encore ici sur le fait que les pois sont à destination de l'alimentation humaine via nos différents partenaires et se retrouvent directement dans votre assiette sous forme de suppléments, de barres alimentaires, de burgers, de biscuits et d'alternatives aux protéines animales. Merci beaucoup. Alors pour finir, nous nous sommes aussi intéressés aux effets indirects de la diversification sur les impacts environnementaux en utilisant les analyses de cycle de vie. Alors qu'est-ce qu'une analyse de cycle de vie? C'est une méthode d'analyse qui permet de prendre en compte l'impact de toutes les étapes de la vie d'un produit, depuis l'extraction des matières premières jusqu'à la gestion des déchets. Alors pour les approches agronomiques, l'analyse peut s'arrêter soit aux portes de la ferme, soit prendre en compte la transformation et ou la distribution. Alors l'analyse cycle de vie permet de calculer l'impact d'un système selon plusieurs catégories d'impact: le réchauffement climatique, l'acidification des sols, l'eutrophisation, la toxicité humaine, l'écotoxicité, l'occupation des sols et les consommations en eau et en ressources abiotiques. Alors, dans le cas qu'on a étudié ici, la fonction première du système agricole, c'est de fournir des protéines ou de l'énergie pour l'alimentation humaine. Alors, comme présenté auparavant, le froment fourrager a été remplacé par une association de pois froment panifiables. Ainsi, le système de référence va comprendre les protéines issues de la culture du froment fourrager, ainsi que celles venant d'un pois importé. Tandis que dans le système diversifié, on va prendre en compte les protéines issues du froment panifiable, ainsi que celles provenant du pois produit directement en Wallonie. Alors plus concrètement, dans le système de référence, on part d'un hectare de froment fourrager qui va permettre de produire 8,8 tonnes de froment et 3,5 tonnes de paille. Le froment va permettre de nourrir des animaux. Alors ici, on l'a réparti entre les différentes espèces en tenant compte du nombre d'animaux élevés en Wallonie et de la part de froment intégrable dans la ration de chaque type d'animal. Et le froment fourragé dans la ration va contribuer à produire des protéines dans le lait et la viande pour les bovins, des protéines dans la viande pour les porcins et dans les œufs et la viande pour les volailles. Alors ensuite, on a appliqué ce qui s'appelle le score DIAS à chaque type de protéine. Donc, c'est ce qui permet de tenir compte de la valeur nutritive de la protéine pour l'homme, en tenant compte des teneurs en acides aminés de chaque type de protéine. Et on a donc un apport de protéines pour l'homme. Enfin, on tient compte ici des déjections animales imputables au froment qui peuvent être réinjectées dans le système et ainsi éviter l'achat d'engrais organiques. En parallèle, on a l'importation de 2,5 tonnes de pois par la firme Cosucra afin d'en extraire la protéine qui, à son tour, vient aussi contribuer aux apports pour l'homme. Si on passe au système diversifié, ici la culture devient un hectare de pois froment panifiable. Elle permet de produire 2,5 tonnes de pois, 3,3 tonnes de froment panifiable et 1,7 tonne du mélange qui est non triable, ainsi que de la paille. Alors évidemment, le pois ici va revenir remplacer le pois d'importation au sein de Cosucra et contribuer à l'apport en protéines pour l'homme. Le froment panifiable, lui, va permettre de produire de la farine et du son. La farine va bien entendu permettre de produire du pain et donc les protéines de pain à nouveau contribuent à l'apport de protéines pour l'homme. Le son va lui entrer dans l'alimentation animale et permettre à nouveau de produire des protéines de lait, de viande et d'œufs. Et de la même manière, la part de pois froment du mélange non triable va elle aussi contribuer à produire des protéines pour l'alimentation humaine via la consommation par les animaux d'élevage. Alors ici aussi, pour la répartition du son et du mélange, on a tenu compte du nombre d'animaux élevés en Wallonie
et des proportions de sons et de mélanges que l'on peut intégrer dans la ration des animaux. Alors à nouveau, les déjections animales ont aussi été prises en compte puisqu'elles correspondent à des impacts évités en permettant de remplacer l'achat d'engrais chimiques. Alors juste une petite précision avant de passer aux résultats de 3 catégories d'impact. Donc les chiffres présentés ici ne prennent pas en compte l'impact du process d'extraction des protéines de pois, puisque l'entreprise à ce jour n'a pas souhaité nous communiquer les informations nécessaires à son évaluation. Encore 5 minutes, s'il te plaît. Merci. Ça devrait le faire. Alors, on vous présente aujourd'hui les résultats de l'impact de la production d'1 kg de protéines sur 3 catégories d'impact: le réchauffement climatique, l'occupation des sols et la consommation en ressources fossiles. Alors, concernant le réchauffement climatique, l'impact de la culture pour produire 1 kg de protéines dans le système de référence, ici à gauche, correspond au double du système diversifié. L'impact de la fabrication du pain est de l'ordre de 0,9 kg de CO2 équivalent par kilo de protéines. Concernant les animaux, vous pouvez voir que l'impact est 4 fois plus élevé pour le système de référence que pour le système diversifié, simplement parce qu'il contribue à nourrir beaucoup plus d'animaux que le système diversifié. Mais dans les deux systèmes, vous pouvez voir que ce sont les vaches laitières qui ont l'impact le plus important. Enfin, on a ici la toute petite barre qui correspond à l'impact évité par la production d'engrais de ferme. Et bien sûr, nous avons pris en compte l'impact du poids d'importation. Et donc, globalement, le passage au système diversifié a permis de diviser par 3 l'impact de la production d'1 kg de protéines sur le réchauffement climatique. Concernant l'occupation des terres agricoles, on parle ici en mètres carrés annuels, c'est-à-dire la surface mobilisée par le système sur une année. L'occupation des sols pour les cultures est légèrement plus élevée pour le système de référence. On est à 14,8 mètres carrés contre 12,7 pour le système diversifié. Si on ajoute l'impact de la fabrication du pain, des animaux et des déjections animales, on reste sur des impacts qui sont relativement proches. La différence va principalement se faire sur l'impact du poids d'importation qui représente 11,8 mètres carrés annuels. Finalement, le passage au système diversifié permet de diviser par 2 l'occupation des terres agricoles pour produire 1 kg de protéines. Si on s'intéresse à la consommation des ressources fossiles, la culture de froment fourragé demande 1,5 fois plus de ressources fossiles que la culture en association. Par contre, la fabrication du pain représente une part importante de l'impact du système diversifié, puisque cela représente 68% de l'impact total. Le système de référence permet de nourrir plus d'animaux, ce qui explique un impact sur les consommations de ressources fossiles 4 fois plus élevé que pour le système diversifié. Cela explique aussi que l'impact évité grâce aux déjections animales soit plus élevé dans le système de référence. Et enfin, à nouveau, dans le système de référence, on prend en compte le poids d'importation. Finalement, compte tenu de l'impact de la fabrication du pain, on est sur une consommation en ressources fossiles qui est sensiblement la même entre les deux systèmes. Finalement, le passage d'un système blé fourragé à un système pois blé panifiable en association permet sur un hectare de produire 1,4 fois plus de protéines alimentaires et 3,7 fois plus d'énergie alimentaire. D'un point de vue réchauffement climatique, l'impact est divisé par 3,4 pour la production d'1 kg de protéines et par 9 pour la production d'1 mégajoule alimentaire. L'occupation des sols est divisée par 2 pour les protéines et 5,4 pour l'énergie. Et enfin, si la consommation d'énergie fossile est sensiblement la même pour la production de protéines, elle est divisée par 2,7 pour la production d'énergie. En conclusion, l'association pois-froment panifiable permet de nombreux avantages agronomiques: l'amélioration du rendement, un meilleur land equivalent ratio, une sécurisation de la production. Et cette association permet de produire des protéines locales sans impact économique pour l'agriculteur, voire même, on l'a vu, une amélioration de la marge nette. Et enfin, les impacts environnementaux sont réduits, que ce soit par hectare de production, par kilo de protéines ou par énergie à destination de l'alimentation humaine. Merci à tous.